l'éducation, du sens de l'engagement que mes parents m'avaient donné, c'était sérieux, c'était important, c'était... Il fallait que je fasse honneur à cet engagement-là. On n'est plus la petite Jabin, là. On devient Madame Clément Arpin. Et c'est quelque chose. Et à l'époque, c'était quelque chose. Parce que c'était quasiment le couronnement de notre vie de jeune fille. Ils étaient dorénavant mari et femme, pour le meilleur et pour le pire. Devant Dieu et devant les hommes, il avait promis de voir à ce qu'elle ne manque jamais de rien. Devant la famille et les amis, elle s'était engagée à le servir comme une bonne épouse. Ils auraient de nombreux enfants, une maison et, qui sait, peut-être même une automobile. Le but du mariage, c'était d'avoir ton indépendance, puis rester avec tes parents, rester avec ta femme, puis essayer de faire des enfants. Ta femme faisait le ménage, toi tu partais pour aller travailler le matin. C'est important dans ce temps-là d'avoir trouvé son homme. Ah ben oui, une fille qui se mariait pas, c'était pas bien vu, surtout moi, j'étais assez âgée, 29 ans, c'était le temps. Puis là, c'est une autre affaire, j'avais peur de ne pas me marier. Puis je voulais me marier, puis je voyais les années avancer, puis j'étais pas mariée. Il y en a, là, que c'était vraiment, comme on disait à l'époque, pour se caser. Se faire vivre, puis avoir des enfants, puis quelqu'un qui rapporte l'argent. Et puis, comme il y en a beaucoup qui disaient à l'époque, ben, tu t'allonges, tu dis pas un mot, puis bon. Fait que l'amour, il n'avait pas gros là-dedans. Mon père m'avait toujours dit, moi, bon, écoute, il faut que tu trouves une bonne job, puis change pas, parce que tu vas passer pour un instable. Le mariage, c'était la même chose. Ça l'apportait une stabilité qui était peut-être un peu plus que le travail. Tu avais ton travail, puis tu avais aussi le mariage qui venait tout seul et ça. Puis là, tu étais embarqué dans le bateau, puis là, c'était la stabilité pour 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Je pense qu'on était craintifs tous les deux, hein? Parce que je me rappelle, on était à l'Hôtel Saint-Roch, à Québec, l'illustre Hôtel Saint-Roch, et puis on avait été se promener dans la ville, un peu partout. Et je pense vraiment que c'était pour étirer le temps, là, tu sais. Disons, toutes les choses qui étaient dites au cours de la journée, des oncles, des tantes, puis bon, tu sais, c'est... Bon, tu t'en vas avec ça, puis tu dis, bon, comment est-ce qu'on fait ça? Puis tu le sais pas. Moi, j'étais niaiseuse, puis lui était niaiseux, puis on savait pas comment procéder. On avait peur. On avait réellement peur, parce que moi, j'étais pas au courant du tout. Vous savez, je savais que l'homme avait un organe, puis, mais où qu'il allait absolument, là, faut la le deviner. C'était drôle. C'était drôle puis pas drôle. On ne savait pas préparer une femme. Parce que la préparation, c'est le plus important quand tu as une relation. Tandis que nous, la préparation, il n'avait pas. Hein? C'était ôte ton gilet, puis déshabille, puis couche-toi. Puis tu avais ta relation, puis tu te retournais de bord. Tu ne demandais pas à ta femme, tu jouis, tu quelque chose. Non. Moi, j'ai commencé à pleurer, j'avais peur. Puis lui, naturellement, il a consumé, il essayait de consommer le mariage. Moi, j'avais peur, puis on s'est repris je ne sais pas combien de fois. Puis lui essayait de me consoler. Mais je pense qu'on était naïfs, tous les deux. Je les réalise aujourd'hui, que moi, je savais rien, puis lui, je pense qu'il savait peut-être moins que moi. On savait à peu près où est-ce que ça allait, c'est certain. Mais moi, je trouvais que c'était trop douloureux, ça n'avait pas de bon sens.
Mon mari m'a dit, bon, ben là, casse-toi pas la tête, là, on verra ça quand on revient en ville. Puis on est revenu en ville, puis on l'avait pas fait. Le rôle de l'Église s'arrête là. Le jeudi soir, là, c'était attendu là, que c'était le sermon de la mort. Et que le curé Montanchet, d'abord, il faisait venir des prédicateurs d'ailleurs. Puis là, il nous faisait un sermon sur la mort, comment est-ce que ça allait être quand on allait mourir, puis comment est-ce qu'il fallait être prêt pour aller au ciel. Puis, ben quoi, on sortait de là, on était stressés, on se comprenait quasiment plus. Ça traumatisait parce que tu te posais un tas de questions, à savoir, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu étais toujours pas correct. Tu étais toujours pas correct. T'as pas le droit, c'est pas correct, c'est pas beau, c'est pas propre. Tu vas aller en enfer, puis avant d'aller en enfer, tu vas passer par le purgatoire. C'est tout ça, là, la grosse histoire. Là. Catéchisme sans image, c'était quelque chose qu'on regardait, puis en tout cas, qui m'a marqué. Puis je pense que je suis pas tout seul. Tu sais, tu voyais l'enfer, le gars avec la fourche, puis il y a bien du feu. On appelle ça une grande page du catéchisme. Et c'était toutes des flammes qui montaient, puis là, vous voyez les démons avec des fourches. Hein, oui. L'enfer, c'était un endroit où on brûlait, où il y avait une horloge qui disait toujours jamais. Ça voulait dire que tu étais en enfer, tu y restais, tu sortais jamais de là. Au moins, le purgatoire, ben, tu avais l'espérance, après avoir brûlé un peu tous tes péchés, ben là, tu avais l'espérance au moins de monter au ciel un jour. Les enfants qui venaient au monde se faisaient baptiser dans la journée, même parce que d'un coup, qu'ils seraient morts, ils auraient été au laine. C'était toutes des choses comme ça, là, des affaires qui nous disaient, puis à force de se faire dire, on le croit. C'est un jour de joie pour le Seigneur. Bien vous tenir encore mieux qu'habitude pour écouter la parole de Dieu. Si on regardait un petit garçon trop proche, ça faisait pas. Si un petit garçon nous touchait une main, ou si on se donnait un petit bec sur la joue. Et bon, ben, s'il nous embrassait, ah ben là, c'était... Moi, je volais le bicycle. J'allais me cacher dans la ruelle. Puis pour avoir le bicycle, il fallait qu'il m'embrasse. Un petit bec. Mais là, il fallait se dépêcher en courant d'aller dire à monsieur le curé, je m'accuse d'avoir embrassé un petit garçon. Puis le curé, il dit, ben, y a-tu mis sa langue? Ben, j'ai dit, ben, je sais pas. Ben, il dit, moi, donc, ouais, comment est-ce que t'as embrassé? Fait que, il a fait ça comme ça. Et il dit, t'es grande fille, là? J'ai dit, oui. Il dit, sais-tu que tu peux avoir un petit bébé? Oh, mon Dieu Seigneur. Un mois de temps, là, que je me suis couchée le soir, là, puis avec la tête d'oreiller, là, puis je pleurais, puis j'avais peur, là, j'avais peur de... Il m'avait dit que je pouvais être enceinte, mais là, tu sais pas. Du Seigneur, pour le sanctifier. Le petit garçon, en fait, assez vite, je le vois encore, c'est un grand garçon. Il était pas laid. Il est venu s'asseoir à côté de moi, il me pousse, puis il me donne un beau petit bec sur la joue droite. Je me rappelle encore, sa joue droite. Oh, là, j'étais effrayée. J'ai dit, mon Dieu, je vais tomber enceinte. Tout de suite, c'est la première réaction. J'ai pas arrêté pour dire, mon Dieu, que c'est bon ou quelque chose. J'ai pas pensé à ça. Après ça, à 4 heures, quand l'école est finie, j'ai été tout de suite à la salle de bain et j'ai pris, ma mère avait de l'eau de javel en bas dans la salle de bain. J'ai pris ça pur, imaginez-vous. Ben, dans ce salon, on n'avait pas de papier de toilette, on avait d'autres choses. Puis j'ai mis l'eau de javel là-dessus et là, je me suis frotté la joue fort, fort, fort. Là, j'étais sûre qu'il n'y avait rien qui restait pour que je tombe enceinte. On était des enfants. Puis pour nous autres, c'était des jeux que la religion et nos parents nous laissaient pas voir ça comme un jeu. Ils en faisaient une grosse histoire avec ça, mais dans ta petite tête, tu dis, il me semble que j'ai rien fait de mal, mais j'ai rien fait de... C'était pas nous autres qui étaient pas corrects, c'est ceux qui nous mettaient dans la tête que on faisait quelque chose de mal.
avait quand même cordon en d'oignon, les lits, puis on s'habillait, on se déshabillait, puis on mettait notre robe de chambre, puis on se déshabillait en dessous de notre robe de chambre. Puis, Dans le lit. dans le lit ou à côté du lit, on mettait notre robe de chambre pour que personne ne voit rien. Puis le frère se promenait tout le temps, lui, là, il guettait ça. C'est certain que si tu te lavais, tu te touchais, mais il ne fallait pas s'attarder. Tu pouvais te laver les pieds longtemps si tu voulais, mais les autres parties, là, tu passais vite. Bon. Parce que ça pouvait entraîner au péché, ça pouvait donner des mauvaises pensées. Alors, on faisait ça très, très vite. Mon père, je m'accuse d'avoir eu 20 mauvaises pensées. Après, il disait, là, tu comprenais pas l'autre bord de ce qu'il disait. Je pensais qu'il était peut-être approprié, je ne le sais pas, on le voyait pas. Puis là, tu te disais, ben écoute, mon père, je m'accuse de m'avoir touché. Après, il disait, seul? Tu disais, oui. Ah ben par un autre, ah, une couple de fois avec un autre. Mais tu peux pas dire que tu t'es fait toucher par une femme. Tu n'avais pas le droit de les voir. Puis, tu sais, Il nous questionnait, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez mis les mains quelque part où il ne devrait pas être? Puis dans mon temps, tout était, on se touchait peut-être le cou, puis c'était péché, vous savez. il y avait des bons frères, il y en avait des mauvais aussi. Mais tu sais, c'est... Comment, faut pas que je te dise pour faire mal à la religion trop, là. Puis, parce que la religion peut être trop mauvaise. Mais il y avait des frères qui avaient tenté de te prendre par le cou, puis de coller. Quand tu vois les procès qu'il y a aujourd'hui, après 30 ans, c'est parce que ça existait dans notre temps, ça. Vous l'avez connu, ça? Ah oui, ah oui. Mais tu sais, nous autres, moi, j'aurais pas eu le droit de dire à ma mère, le frère m'a pris, comme on dit, les frères m'a pris un pisette qui restait à la fin, parce que, hey, j'aurais mangé une volée là tout de suite, puis j'aurais passé pour un menteur, puis un vicieux, puis un enfant terrible. Mais c'est arrivé. Ben, écoute, c'est arrivé certain, c'est arrivé certain. Personnellement, ça m'a pas arrivé 600 fois dans l'année. Mais il y a des frères qui m'ont fait des touchés que j'ai pas dit ça. Tu sais, à 14 ans, là, tu commences à te sentir un peu. Là, votre grain, c'est pour vous. On était fait de chair. Vous savez, on était comme les autres. On aurait aimé ça, mais on pouvait pas. On pouvait pas, on était trop craintifs. Puis la petite fille, elle était comme nous autres. Même, je suis certain qu'il y en a qui avaient des désirs. Mais ils pouvaient pas, les parents les watchaient. Il y avait le prêtre, l'église qui nous watchait, la confession nous watchait. Mais on était surveillés sur tout. Sur tout. T'allais voir une fille chez elle, d'abord, tu y allais pas n'importe quand. Tu y allais le samedi, puis le dimanche, puis des fois le jeudi, mais il fallait que ça soit là, assez près du mariage. Puis quand tu commençais, moi, j'ai été voir une fille, mon ami, j'y toi 15 jours, tu sais, c'était juste ça, puis c'était comme ça. Et puis, tu t'assoyais au salon, puis le père, il t'assoit dans la porte du salon, ou soit pas loin, tu sais, il n'y avait pas d'arrêt qui se passe rien, c'est pas comme aujourd'hui, là. Mais c'était comme ça. Est-ce que vous pouvez dire que vous connaissiez bien votre mari quand vous êtes marié? Oh, non. Ce qu'on connaît aussi bien comme lui, bon, il disait, bon, ben, tu fais bien à manger, t'es bonne ménagère. Lui, ben, c'est ça, lui, c'était bon. Moi, je me rappelle quand mon père, ce que j'ai, c'était un bon travaillant. Il travaille tout le temps, bon, et puis... Mais se connaître personnellement, nos sentiments profonds, je me demande si c'était important à l'époque, ça. Vous parliez de quoi? Oh, mon Dieu Seigneur, ma journée que j'avais faite, lui, sa journée qu'il avait faite, si on aimait les enfants, comment on voyait le mariage, toutes ces questions-là. Là, on parlait de tout, à part que de parler de nous. C'est certain que des fois, on n'était pas fait en bois, hein? On avait 17 ans, lui, il avait 19 ans. Et puis des fois, bon, ben, c'était un autre petit bec, puis des fois, ben, ça venait
plus, bon, disons qu'on se rapprochait plus, là. Puis à l'époque, je dois dire que des fois, ben dans ce moment-là, je me levais, puis là, j'allais jouer du piano. Parce que mon mari aimait beaucoup la musique. Alors, j'allais y jouer des morceaux de musique. On allait danser, puis là, on prenait un taxi pour s'emmener, puis c'est là qu'on décapait, puis vous savez, on avançait un peu plus dans nos actions, puis ça, en arrière dans le taxi. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez consommé, entre guillemets, avant le mariage? Non, on n'osait pas. Moi, j'avais encore mes standards de vie, j'avais encore mes morales, j'avais encore la peur de mon père qui me disait que, oh non, pas du tout, du tout. J'y pensais même pas. Beaucoup de touchage, par exemple, excusez le mot, beaucoup de touchage, d'accolade, de collage, mais jamais, oh non. Il y avait des essais, c'est certain. Ça, faut pas le cacher, là. Je pense pas qu'il y en ait qui se soient mariés, puis que... Parce qu'il faut dire que nous autres, on ne détestait pas ça, mais on ne voulait pas laisser aller trop loin, hein? Parce que ça pouvait mener bien loin après. Et c'était péché. Bon. Ce qu'on faisait, là, c'était très léger, mais c'était péché. On les repoussait. On les repoussait. Avec regret, là, remarquez. On les repoussait. Parce que c'était une crainte, hein? C'était une crainte intérieure qu'on avait de toute façon, là. Tu sais, on en fait une farce aujourd'hui, mais on les repoussait, mais on était traumatisés quand même, là. Même si des hommes, avant le mariage, eux, avaient pu avoir des aventures, quand ils se mariaient, ils prenaient une fille qui était vierge, oui. Ouais. Il y avait le beau jeu. Ah, ben je comprends. Je comprends, là. Nous autres, on ne pouvait pas avoir la preuve, là. Ça a toujours été moins pire pour un gars, puis il s'en sortait tout le temps, lui. Parce qu'on parlait jamais du gars qui une fille était partie enceinte avec, était enceinte. Non, la fille était en famille, comme il parlait à ce moment-là, puis le gars ne savait pas. On ne savait pas tout le temps avec qui, mais c'était surtout péché mortel, puis c'était déshonorant, puis mettez-en, on en met en masse, tu sais. Puis là, le prêtre, quel genre de question il posait? Ah, bien là, écoutez, mais vous savez qu'est-ce qui en suit, là? Hein? Tu fais ça, là, tu vois qu'est-ce qui va arriver, puis c'est pas permis, t'es pas marié, t'as pas le droit de te laisser toucher, puis fais-toi respecter, puis bon, fais-toi respecter. Elle avait une pénitence. Là, tu faisais ta pénitence, puis là, tu disais, ben là, je vais me tenir tranquille, là. Mais c'était pas juste nous autres, il fallait tenir tranquille, il fallait faire tenir l'autre tranquille. Là, moi, je savais pas comment me prendre. Je dis ce que je vais dire. Ah, gars, mon père, je m'accuse d'avoir sorti avec une fille. Frère, il dit quoi? Sorti avec une fille. C'est que t'as fait? Il dit, je pourrais quasiment pas vous le dire. Ah, il faut dire ses péchés, il faut que tu repartes de cette lampe blanche. Sans ça, l'enfer est rouge. Je lui dis, c'est dangereux. Il dit, tu vas avoir un accident. Ben, j'ai dit, il dit quoi? J'ai dit, ben, j'ai écouté, j'ai ôté ses culottes, puis j'ai eu une relation. C'est terrible, mon enfant, c'est terrible. Là, je vais donner trois chapelets. Ta pénitence, puis recommence, puis ça, puis fais un homme de toi, puis va communier, puis... Imagine-toi, 3 chapelets. Ma frère, on était bien dit 3,5, hein. Là, vous allez marier, on disait ça vite, hein. Nos pénitences. Je donnais des pénitences. Plus grand, plus spacieux pour encore mieux vous servir. Boutique Bizarre, un monde d'idées cadeaux. Des meubles et des objets de décoration exotiques, modernes et pratiques. Des objets de collection provenant des 4 coins du monde. Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord et du Sud. En tout, plus de 34 pays. Des objets et des bijoux uniques et beaucoup moins chers que vous ne le pensez. Bizarre, 313 rue des Forges, Trois-Rivières. Oui, Village d'Esporg. Vous savez quand est-ce que le Père Noël arrive à son assis de la nuit? Bon, c'est parfait. J'arrive. Cette année, j'arrive en canot plutôt qu'en traîneau, parce que la nouveauté cadeau du Village des Sports s'appelle Avalanche, le rafting sur neige. 2 fois plus de pistes et de remonte-pente, 2 fois plus haut. Avalanche, le grand plongeon, c'est pour bientôt. Ho, ho, ho. Oui, au cas où l'eau serait froide, je serais-tu mieux de mettre mon speedo en minou?
l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale, les Québécois vont connaître une parenthèse dans les rôles traditionnels dévolus aux hommes et aux femmes. Et subitement, les femmes mariées sont encouragées à travailler pour l'effort de guerre. Parce qu'on a besoin d'elles, on reconnaît soudainement que les femmes peuvent faire autre chose que le travail d'intérieur. L'Église et plusieurs notables condamnent leur choix. On a bien hâte que ce mal nécessaire soit chose du passé. Et la guerre terminée, les femmes mariées retournent sagement à leur milieu dit naturel, le foyer. En tête des cours pratiques viennent les nobles activités culinaires qu'il faut aborder les 5 sens en éveil. Une oreille entraînée saisit toute la différence entre ça bouillonne trop fort et ça mijote doucement. Afin de bien préparer les jeunes filles de bonne famille à leur rôle de future mère, le gouvernement fonde dès 1930 des instituts d'art ménager et de l'art culinaire à la gestion familiale en passant par la broderie. Elles ont l'occasion d'y apprendre tous ces petits secrets qui feront d'elles des épouses modèles. Un homme, c'est un gars qui travaillait, mon homme, puis qui rapportait de l'argent chez eux. Puis tu arrivais chez eux, puis il y avait du manger, puis ça, c'était un homme. Ça, ton beau-père disait, ça, c'est un bonhomme. Moi, je suis venu au monde dans le temps de la crise, bon, puis mon père a travaillé à 40 piastres par mois, puis c'était bien important de faire de l'argent, pas pour acheter des affaires qu'on n'avait pas besoin, mais pour vivre. C'était de travailler. Puis moi, j'ai gardé ça longtemps, cette éducation-là qui était peut-être les 15-20 premières années de ma vie où il fallait travailler. Il n'était pas question de jouer, il était question de travailler. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans, pendant les vacances, puis tout ça. Puis c'est ça que j'ai eu, moi, comme éducation, puis ça va rester, ça. Vous faisiez quel genre d'heure, combien d'heures? Bon, il y a des journées qu'on en faisait 15, le lendemain, on en faisait 18, une autre journée, on en faisait 11. Mais bon, moi, je travaillais sur des camions, puis je travaillais fort. Puis je partais des fois à 4 heures le matin, je revenais à 10 heures le soir, puis après ça, j'ai voyagé à l'extérieur, tu sais, sur des camions. On s'est travaillé. Dans ce temps-là, c'était une grosse pression de rapporter de l'argent à la maison, d'avoir cette responsabilité-là? Mais oui, c'était une grosse pression, certain. Parce qu'écoute, on se mariait pas d'argent. Alors, on se faisait des dettes. Il fallait les payer. Puis, pour passer pour un homme, ben, il fallait pas payer de dettes. Il fallait que les dettes soient à point, parce qu'il y a un gérant de banque, tu allais voir ça. Si tu avais une dette là quand tu pars, ton père, il savait, le gérant de banque, il sortait ensemble. Mon mari se promenait des nuits de temps dans le passage. On avait un grand passage. Il avait assez peur qu'on n'arrive pas. Là, il disait, s'il fallait que le toit coule. Oh, ben non, s'il fallait qu'un tuyau casse, là, tu sais. Pourtant, on avait calculé un petit peu pour ces encas-là, en tout cas. Mais lui, oh mon Dieu, il était paniqué de ça, là. Je vivais des choses, mais ça paraissait surtout pas. Puis, c'est l'exemple que j'avais eu de mes parents, de mon père, puis de mes frères, puis de mes sœurs. C'était ça être un homme? C'était ça être un homme. Un homme, ça pleurait pas. Un homme, c'était capable de s'en aller, puis de tout absorber ce qui se passait comme une éponge, puis de pas en parler. Surtout pas d'en parler. Parce que tu te disais, ben si j'en parle, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Puis ça, c'était bien important que ce que les gens disaient de toi, ton image. Avez-vous déjà pleuré quand vous étiez jeune? Oui. Oui, il y en a-tu qui ont pas pleuré dans la vie? Même j'ai pleuré à vieux. Il a quand même fallu que je pleure jeune. Je pleurais pour toutes sortes d'affaires. Pour de la mort, pour des déceptions. J'ai pleuré. Parce que dans le temps, un homme, ça devait vous pleurer. Ah, mais quand tu pleurais, tu te montrais pas. C'est comme là, je pleure encore, puis je me cache. Parce que c'est pas être un homme de pleurer. Ben non, t'es pas fort. Faut que tu sois fort, faut pas que tu pleures. Hein? Il y a une chanson qui est faite sur ça. Il dit un homme ne doit jamais pleurer. Mais je pense que d'hommes qui pleurent pas, il y en a pas. Il y en a pas. Le dimanche est un jour de repos pour tout le monde. Moins une personne, la mère. Car elle ne compte pas son temps ni ses efforts. Par son activité inlassable, elle permet aux autres de se reposer.
Elle crée un climat de détente familiale et de joie. La femme, là, ça n'existait pas. La femme, c'était pour produire des enfants. Produire. Les religieuses, bon, si tu n'étais pas religieuse, qu'est-ce que tu pouvais être? Si tu n'étais pas religieuse, tu pouvais être infirmière, tu pouvais être professeur. Ou bien là, une bonne mère de famille. Et c'était le sexe faible. Fait que le sexe, c'est quelqu'un qui est plus faible qu'un autre, il est inférieur. Hein? Mais on ne réalisait pas qu'elle pouvait être forte. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas donner de charge à une femme. On disait, ben écoute, c'est une femme. C'est presque pas un être humain. Ben non, c'était une servante. Une servante. C'était faite pour laver le linge, faire à manger, faire la maison, nettoyer, puis avoir soin des enfants, faire des enfants. On disait tantôt que j'étais une machine à l'argent, mais c'était une machine à faire des enfants. À l'époque, est-ce que vous considériez que la femme était inférieure à l'homme? Oui. Dans mon temps, certainement. La femme, faut pas la mettre sur le pédestal. C'est niaiseux, mais je le pensais peut-être pas aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, bien oui. Puis une femme qui laissait pas faire son mari qu'est-ce que lui voulait ou lui donner qu'est-ce qu'il voulait, était pas correct. J'étais élevée comme ça. C'est malheureux, mais c'est ça. Une femme héritait. C'est pas la femme qui héritait, c'était le mari. La femme héritait, mais ça allait au mari. Regardez des comptes de banque. On avait des comptes de banque. C'était pas à notre nom. C'était au nom. On portait le nom du mari. Moi, je me rappelle avoir été à la banque une fois et je signais Madame Clément Arpin. Et c'est le gérant qui m'avait dit un jour, vous n'avez pas de nom, madame? Ben oui. Alors, il me dit, comment vous appelez? Je m'appelle Marguerite. Ben, il dit, pourquoi vous ne signez pas votre nom? Alors, je ne sais pas où on était. On était là sans hier, si vous voulez. Il y avait beaucoup de violence conjugale envers l'épouse et l'enfant. Naturellement, c'était caché. Puis n'oubliez pas, dans mon temps, on n'avait pas l'aide qu'ils ont aujourd'hui. C'était caché, c'était non, pour que personne ne sait, mais il y avait beaucoup de violence conjugale. Beaucoup. Et des femmes de l'endurée. Les femmes d'endurée ont été stylées de tout endurer. Puis tout, comme je vous ai dit, il ne faut pas en parler, puis c'est un honte. D'ailleurs, quand il y avait la violence conjugale, c'était toujours la femme qui était appelée. Ça, je parle de mon temps, moi. C'est toujours elle qui avait tort. Elle fait quelque chose que c'était pas correct, son mari n'a pas aimé, c'est pour ça qu'il se revanche. J'aime pas dire le mot battre, parce que je trouve ça effrayant, mais c'est pour ça qu'il se revanche sur elle. Elle n'écoute pas. Il y avait des hommes qui, s'ils ne battaient pas leur femme, qui buvaient beaucoup, qui buvaient quasiment leur paye au complet, leur salaire. Et il y a des femmes que, bon, en tout cas, pour avoir de l'argent, ben, des fois, qui faisaient bien des choses pour venir à bout d'avoir une partie du salaire, même si c'était pas de leur goût. Ils chantaient ni plus ni moins la pomme à leur mari un peu, là, même si c'était pas de leur goût, mais pour que le mari donne l'argent, parce qu'autrement, l'homme serait parti, puis... Je veux dire même sexuellement? Sexuellement, c'est ça. On dirait aujourd'hui que la femme se vendait, ni plus ni moins se prostituait, si vous voulez, mais c'était quasiment le seul moyen qu'elle récupère une partie du salaire pour vivre durant la semaine avec ses enfants et tout ça. Alors, c'était pas drôle comique, hein? J'avais déjà 6 enfants dans le temps, tu t'en vas dire, monsieur le curé, je m'accuse d'empêcher la famille. Il dit, pourquoi? J'ai dit, au point de vue santé, au point de vue argent. Je suis plus capable. Il dit, va-t'en chez vous, puis quand tu voudras faire comme du monde, tu reviendras. Puis pour bien paraître devant tes beaux-parents, puis devant tes parents, puis devant mon oncle et ma tante, bien, il faut t'aller communier. J'étais à l'oratoire Saint-Joseph, chercher l'absolution, une veille de Noël. J'ai fait à peu près 4-5 confessionnals. Monsieur le curé, je m'accuse d'empêcher la famille. Pourquoi? Bien, pour les mêmes raisons. Non.
Là, t'en pognes un qui est un petit peu plus saut pour Benoît qui a hâte d'aller faire son réveillon avec sa servante. Je sais pas trop le diable, là. Là, il te la donne, l'absolution. Comme pour se débarrasser, mais en dedans, là, lui, là, c'était pas supposé. Là, tu l'as, là. Ta pleure, ton absolution. Vous avez une sœur qui a tenté d'avorter. Oui. Racontez-moi comment c'est arrivé. Bon, oui, c'est qu'elle avait 23 ans à l'époque. Elle avait 3 enfants. Un petit bonhomme de 4 ans, 2 petites filles, une de 2 ans et demi, puis une d'un an. Puis elle se pense enceinte. Et puis pour elle, c'était assis. Ça avait commencé à pas très bien aller. Puis elle a tenté de s'avorter. Dans le temps, c'était une de ses amies qui avait dit, tu prends une tige, c'était du bois d'orme, qui devait faire, je sais pas trop comment, là, moi, là. Et puis, là, à ce moment-là, ben, ma mère a fait venir le médecin qui était notre médecin de famille. Pourquoi elle a fait venir? Dans le temps, ben, parce que ma soeur était en hémorragie. Et puis, elle a fait venir le médecin. Et puis là, ben, après avoir posé des questions, qui a vu que c'était un avortement. Il a dit, moi, je peux pas y toucher. Il a fait venir un autre médecin. Puis un deuxième médecin est arrivé. Puis là, il dit, docteur, il dit, c'est un avortement. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, moi, je n'ai pas le droit d'y toucher. Puis le troisième médecin, pareil. Alors, ils ont décidé de la prendre puis de l'emmener dans un certain hôpital de Montréal où c'était des religieuses. Puis quand ils ont vu que c'était un avortement, il n'y a personne qui a touché, alors elle est décédée, elle est morte au bout de son sang. À 23 ans? Oui, à 23 ans. Puis elle laissait 3 orphelins. 4 ans, 3 ans, puis 4 ans, 2 ans et demi, puis 1 an. Ça, c'était moins péché, de laisser des orphelins que d'essayer de sauver la mère. Nous avons entièrement transformé la Géométro 4 portes pour allier plaisir et sécurité. Ma mère a dit, là, les bancs sont à l'église, tout est prêt, puis tu te maries. Alors, je me suis mariée. Mais... Finalement, vous n'avez pas marié l'homme que vous vouliez? Non. Non. Quand on disait l'amour, c'était, comme je vous ai dit avant, un homme qui traitait bien sa femme, qui l'amenait partout où il allait, là, qui n'avait pas honte, tu sais, là. Et puis qui était bon pour elle, et puis qui lui donnait de l'argent, puis qui était bon pour ses enfants, puis c'était de l'amour, c'était une manière d'amour. Un homme et une femme étant scalés physiquement, bien que veuille ou pas, quand tu as 20 ans, tu sais, tu es attiré par le sexe opposé, puis c'est à mélanger, ça, tout ça. T'as là, les gens embarquaient là-dedans, les péchés mortels, puis là, tu étais un peu mêlé. J'étais un peu mêlé là-dedans, comme probablement la plupart des jeunes de mon âge dans ce temps-là. L'amour, de la sensibilité, de la sexualité, tout ça, ça c'était tabou. C'était tabou, ça, on n'en parlait pas. Hein. Puis surtout, on ne le démontrait pas. Là où l'étude de l'être humain devient passionnante, c'est lorsqu'il s'agit... T'arrivais le soir, bon, moi, dit bon, tu nous as fait un bon souper. Hein? Tu donnais pas de bec à rien, de caresses. Tu n'étais pas habitué. Ben, tu pouvais pas donner ce que tu savais pas, puis ce que tu n'avais jamais fait. Tu n'avais pas eu, toi non plus, de caresses. Alors, pourquoi t'en avais un autre? Hein?
dans votre mariage, l'affection, la tendresse, c'était pas très... Ça n'existait pas. Moi, dans le mien, au mariage, non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. De tendresse, comme je vois des jeunes aujourd'hui, je trouve ça beau, là, tu sais, ils s'embrassent, ils se caressent, ça a l'air d'être bon, on a fait effrayant. Moi, j'étais pour ça. Mais c'est que, moi, je ne l'ai pas connu. Il n'y en avait pas. Je ne l'avais pas connu, il n'y en avait pas. Puis de mes amis, la même chose. J'ai l'impression que vous avez, avec votre femme, fait l'amour, chacun de votre côté, tout seul. Moi, je vais parler pour moi, je pense que oui. Je pense que, pour moi, je pense que c'était pas une communication, c'était pas un complément. C'était pas un complément, la façon que je le vois, là, c'était pas un complément. Il n'y avait pas de connivence là-dedans non plus, plus que ça. C'est physique? C'était physique, point. Je ne sais pas comment ils pouvaient appeler ça faire l'amour. Pour moi, c'était l'homme se masturbait dans le vagin de la femme, tout simplement. Moi, ça, c'est ma conclusion à moi. Et la femme n'avait pas de plaisir? Il n'y avait pas de plaisir là, c'était ça. C'était ça, parce qu'il n'y avait pas rien. Quand tu connais pas d'autre chose, tu penses que c'est supposé de... C'est la manière de faire, si tu veux. Mais quand par la suite, tu vis, tu as un vécu, tu t'aperçois bien que c'était pas ça dans le temps. Ça faisait partie du monde de l'ignorance de la part des deux. Ce contre quoi l'Église c'est contre la tricherie. Vous vous souvenez, hein, ce que je vous disais la première fois que vous êtes pris par la main, ça vous a fait un petit thrill. Le thrill n'a pas duré longtemps. On va se tanner de ça. On va aller un petit peu plus loin. On va se tanner du petit peu plus loin. On va aller encore un petit peu plus loin. Hein, pourquoi pas? Il n'y avait pas tellement de préliminaires. Il n'y avait pas de cérémonial non plus. Plus que ça. C'était de voir. Il y avait une satisfaction physique, ça c'est bien évident, surtout pour les hommes plus que pour les femmes, probablement. Là. Puis ça se limitait peut-être à ça. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la fantaisie? Non. Non, il n'y avait pas de place pour la fantaisie. Faire l'amour dans ce temps-là, ça pouvait durer combien de temps? Oh mon Dieu, c'était pas long. C'était pas long. C'était pas long parce que c'était le temps que ça prenait que l'homme éjacule et c'était fini. Puis nous autres, ben, je peux vous dire que les 9/10 et 3/4 du temps, on n'avait pas eu de jouissance, ça, c'est certain. C'est certain. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une réelle communication entre vous deux? Non. Non, parce que moi, je comptais pas tout ce que je vivais. Je le partageais pas, ça. Je partageais les choses normales d'une administration de foyer, là, puis d'un fonctionnement de foyer. Mais j'allais pas au fond des choses, j'allais pas au fond de moi pour sortir ce que je pensais réellement. Puis est-ce qu'elle essayait de faire sortir ces choses-là? Non, elle s'en allait avec ses affaires, puis... Est-ce qu'on parlait vraiment de nos sentiments, nos émotions dans ce temps-là? Non. Donc, mon mari m'avait dit une fois, ben, si je t'aimais pas, je sortirais pas avec toi. Ben, à l'époque, il était mon chum, OK? Si je t'aimais pas, je sortirais pas avec toi. C'est parce que c'est toi que j'aime, c'est pas ça. Mais il disait pas. Non. C'est la même chose après qu'on a été mariés. Tu sais, à un moment donné, là, tu te dis, bon, ben, coudonc, tu m'aimes-tu, hein? Tu me le dis pas. Ben, si je t'aimais pas, je te donnerais pas tout ce que je te donne. Je te ferais, tu sais... Moi, j'ai vu ma femme fâcher des fois après moi pour des affaires. Je dis, ah, c'est pas grave, tu vas t'acheter une robe. Ou je vais t'acheter ci, ou je vais t'acheter ça. Hein? On achetait le silence.
c'était mieux, on n'avait pas de mots, on n'avait pas de discussion. Je t'occupais pas de la maison pareil. Tu l'avais acheté, c'était fini, ça. Avec son cadeau, elle était bien content. Hein? La maison, c'était mon élément pour la réparer, pour faire des choses physiques. Mais c'était pas... J'étais pas là intellectuellement la plupart du temps. J'étais pas là. Donc pas là pour vos enfants non plus? Pas tellement. Pas tellement là pour mes enfants. Moi, mes enfants, je les ai connus. Sylvain devait avoir... D'abord, Sylvain devait avoir 10-11 ans. Tu sais, quand il... même un petit peu, peut-être un petit peu plus vieux. J'étais parti à l'extérieur, puis Sylvain avait fait de quoi avec l'auto. Et quand ma femme m'a dit ça, je dis, mon Dieu, il est bien trop jeune pour avoir fait ça. Tu sais, je les voyais, bonjour Sylvain, puis un petit bec en fin de semaine, puis ben moi, barcer mes enfants, j'ai presque pas barcé mes enfants, puis de compter des des affaires, je sais pas. Après, plus tard, comme là, OK. Mais avant, moi, mes enfants, je voyais pas qu'ils pouvaient aller si vite que ça dans la vie. On changeait d'auto, puis je décidais que je changerais d'auto. Dans ce sens-là, la femme n'avait pas beaucoup de choses à dire. C'était une décision qui était sans appel. Bon, je l'informais, je demandais son avis, mais je faisais ma tête. C'est moi qui ai le mail. Hein, c'est moi qui gagne l'argent. C'est le gagneur d'argent qui était le mail. Justement, chez vous, qui est-ce qui était le patron dans la maison? Moi, ma femme était bosse, pas mal. Je pense que la femme est assez fine dans ces petites choses-là. Là. On lui donnait raison, mais on faisait notre tête. Moi, dans mon cas. Moi, ça me faisait rien de donner raison sur tout. Seulement, je faisais juste ma tête. Dans votre couple, chez vous, qu'est-ce qui était le chef officiel de la famille? Bien, officiel, c'était mon mari. Officieusement, c'était... non, le chef, c'était mon mari, certain. Mais, disons je pense que beaucoup de femmes, dans mon cas, on laisse à croire à nos maris que c'était des chefs. Mais c'est nous autres qui le naissent. En ces temps-là, personne n'était finalement chef de grand-chose. Elles étaient confinées à leur maison, sans droit ou presque sans reconnaissance sociale. Ils travaillaient à la sueur de leur front pour nourrir leur famille, faisant en sorte que tout paraisse bien. Certains ont connu l'amour, d'autres non. La grande majorité ont vécu des vies parallèles, silencieuses, qu'ils ont offertes à leurs enfants. Nos parents, nos grands-parents étaient-ils moins heureux que nous? La question ne se pose même pas. Hein? Dans ce temps-là, c'était comme ça. Mardi prochain à la même heure, que reste-t-il de nos amours se penche sur les années 70. Demeurez des nôtres, les héritiers du rêve suivent dans un moment. Oui, t'as dit ça aussi l'année dernière. Et le gros chandelier en bronze, je l'ai jamais revu. Je vais te le ramener, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'aller voir. J'en ai assez de fournir des accessoires pour tes pièces de théâtre. Mais j'ai promis à mon prof que j'apportais les costumes. Oui, allô? Ah, bonjour, Simone. Mais non, j'avais hâte de t'entendre. Oui. Attends une petite minute. Et Camille? Camille, va t'habiller, tu vas être en retard. Vite! Je vais pas à l'école, j'ai mal à la tête. Mais tu me fais marcher, là. J'ai peut-être la méningite. Si dans 2 minutes, t'es pas prête à partir... Le cousin d'Ariane, ses parents l'ont pas cru quand il a dit qu'il avait mal à la tête. Il est mort d'une embolie. Je suis pas inquiet du tout. Mais tu devrais. C'est pas normal que j'ai souvent la migraine. Qu'est-ce qu'il y a? Touche. Je pense que je fais de la fièvre. Oh non, t'es fraîche comme une rose. Va t'habiller. Tu devrais appeler le docteur. Moi, j'avais une fille qui avait souvent la migraine. Il te reste exactement 1 minute et 43 secondes. Oui. T'es encore là?
Non, c'est Camille qui a mal à la tête, là. Mais non, c'est rien. Hey, tout à l'heure, elle est en pleine forme, et là, tout d'un coup, elle réclame un docteur. Ouais, je sais, on n'est jamais trop prudent, mais... Ouais, tu penses? Hein? Je peux l'appeler. Les petits mufflers, c'est un nom de garage, ça? Les petits mouflets. Pas muffler. Ça veut dire petit enfant. Et c'est une très bonne garderie. Sam est bien trop jeune. 5 mois, c'est un âge terrible pour laisser un bébé. La monitrice qui s'occupe d'elle est très sympathique. Dès que je suis arrivée, elle l'a pris dans ses bras. Elle s'est mise à jouer avec elle. Parce que t'étais là! Tu vas voir, ils vont la laisser pleurer toute la journée. Tom! Non, mais imagine la choc que c'est pour elle. Privée de sa mère, entourée d'étrangers. Sam adore les étrangers. Mais elle commence à peine à reconnaître des visages. Tu risques de perturber son développement. Les enfants se développent plus rapidement en garderie, c'est prouvé. OK, oui, mais il y en a qui se replient sur eux-mêmes, hein, et deviennent complètement amorphes. Je trouve que tu prends un très grand risque. Cet enfant-là passera pas le restant de ses jours dans les bras de sa mère. Oui, puis elle va attraper toutes sortes de maladies, hein. Les garderies sont des nids de microbes. Pas les petits mouflets, c'est très propre. On pourrait même manger à terre. Même si c'est propre, il risque qu'il y ait juste une enfant qui a la scarlatine ou la poliomyélite ou la furonculose et tout le monde l'attrape. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Une gardienne à la maison, ça coûte les yeux de la tête. Mais je peux t'aider à la payer. Tom, c'est ma fille. Qu'est-ce que t'as? Allergie à l'herbe. T'as la brossard en fin de semaine? J'ai aidé le papa à Hélène à nettoyer la piscine. Après, on a tondu le gazon, taillé la haie et transplanté 32 plants de géranium. C'est un slave driver, cet homme-là. Moi qui croyais que les parents d'Hélène étaient généreux, gentils, parfaits. Oh non, ils sont parfaits. Dès que j'arrive, la maman me demande « Est-ce que t'en as soif? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il veut un chapeau pour le soleil? » Le papa lave ma voiture et m'invite à son club de golf. Non, ils sont trop parfaits. Je ne pas là-dedans, moi. Écoute, tu connais pas un autre remède contre ça? Vaillancourt et Bertrand, bonjour. Je regrette, ils sont pas au bureau. Ah, moi aussi, je les cherche. Si vous les trouvez, dites-leur d'appeler. Merci, bonjour. Je te dis que t'as l'air sérieuse, hein, secrétaire. Madame Bernier. Devine d'où je viens. Du bureau de ton père. Je suis allée y faire une petite visite. Papa travaille? Mon frère, il a trouvé un emploi de représentant de commerce. Il place des timbreuses dans un grand bureau du centre-ville. Oh, il adore ça. Mais c'est une vraie bonne nouvelle. Son patron est bien satisfait de lui. C'est un des meilleurs vendeurs. Ah, tu sais comment est-ce qu'il est. Quand tu décides de t'avoir par le charme, hein? Ouais. Il serait capable de vendre un poêle à bois à un Esquimau. Je pensais jamais qu'il se trouverait un emploi à son âge. Il a rajeuni de 10 ans. Puis, tu sais qu'il n'a pas bu une goutte depuis 3 semaines? Ah, tu le reconnaîtrais pas, c'est un autre homme. Ah, s'il peut rester sobre. Mais il va réussir, c'est sûr, maintenant qu'il travaille. Mais je suis un petit peu inquiète. Comme on dit, chat et chat. Gagner un certificat cadeau de 500 $ de la boutique Bon Appétit. Voici à nouveau le numéro gagnant d'aujourd'hui. Quand on parle de valeur alimentaire pour les charcuteries, le problème avec les charcuteries, c'est qu'elles contiennent souvent trop de gras, trop de sel et trop de nitrites. Le gras, c'est que, comparativement aux autres viandes, on peut retirer le gras. Tu sais, là, la publicité pour le porc, on peut retirer le gras comme une pelure de banane. Même sur un steak, on peut enlever un surplus de gras. Avec les charcuteries, le gras est à l'intérieur et il n'y a pas de possibilité de le retirer. Et, par exemple, juste une tranche de saucisson de Bologne, qu'on appelle le ballonné, on peut avoir jusqu'à 2 cuillerées à thé de gras dans une tranche. Donc, ça prouve que même si on ne le voit pas, le gras est là. L'autre chose, ce sont les nitrites. Les nitrites, en fait, c'est ce qui va donner la couleur rosée aux charcuteries. C'est aussi ce qui va donner une saveur particulière et aussi un mode de conservation. Les nitrites, c'est en fait un additif qui est cancérigène. Et là, je vous vois tout de suite, vous réagissez.
On réagit, hein? Puis c'est pour ça que je trouvais ça important de le dire, pour qu'on en parle, puis qu'on le démystifie, ce terme-là. En fait, c'est que la Société canadienne du cancer nous recommande de diminuer les aliments qui sont traités au nitrite, donc de diminuer notre consommation de charcuterie. Parce que, bon, quand on dit cancérigène, on devrait prendre ça comme un facteur de risque. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le cancer demain matin. C'est comme quand on traverse une rue puis que la lumière est rouge. Ça ne veut pas dire qu'on va se faire frapper. On a comme un peu plus de chance. Mais c'est la même chose que les maladies cardiovasculaires. On dit que l'obésité, c'est un facteur de risque, la cigarette, c'est un facteur de risque, les problèmes cardiaques, d'hypertension, par exemple, de cholestérol, ce sont tous des facteurs de risque. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne obèse va absolument avoir une crise du cœur. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que c'est comme ça nous prédispose. Mais le contraire est aussi vrai. On dit que la bêta-carotène, là, la vitamine A, finalement, qui est dans les aliments très colorés comme la carotte. La citrouille. La citrouille. C'est pas parce qu'on mange de la bêta-carotène chaque jour qu'on n'aura pas le cancer, Exactement. même si on dit que c'est anticancérigène. Donc, c'est pour ça que je voulais que ça soit honnête. On le sait, puis dans les livres de diététistes, puis notre diététiste Brigitte nous le dit, ce sont des aliments qui contiennent des nitrites. La Société canadienne du cancer nous recommande de ne pas consommer en excès, mais de toujours se rappeler que c'est un facteur de risque comme les autres, puis de le démystifier, ce terme-là. Quand on dit cancérigène, ça fait toujours peur, mais on devrait dire finalement un facteur de risque. À part ça, la quantité, Marie. Mais c'est ça, c'est que les gens vont se reconnaître. Ceux qui consomment beaucoup de charcuterie, à vous de faire attention et de diminuer. Mais les gens qui en consomment occasionnellement, il n'y a pas de problème. On peut toujours aller dans l'excès, comme les gens qui sont végétariens, qui décident de ne plus manger de viande. C'est un excès, c'est finalement une façon drastique de procéder. Eux, peut-être, qu'ils vont choisir une façon drastique. Mais si on ne veut pas choisir ça, ça ne devient pas notre aliment premier en alimentation. On veut le savoir. On veut savoir, on veut dire les vraies affaires. Tout ça pour dire qu'il y a des charcuteries supérieures à d'autres. Alors, je vais vous nommer les charcuteries qui sont à privilégier. C'est-à-dire, ici, on a un rôti de porc maigre. Donc, si on a des lunchs à faire régulièrement, ce sont dans les charcuteries qu'on va nommer qu'on peut choisir plus souvent. Alors, rôti de porc maigre, on a le jambon de cuit maigre. On le demande, plus on va les demander à nos bouchers, plus ils vont demander aux producteurs et plus on va en avoir. Il y a le rôti de bœuf maigre, alors ce qu'on appelle le roast beef. Il y a la poitrine de dinde. La poitrine de dinde, c'est ce qu'il y a de plus maigre. C'est vraiment, là, il y a très peu de gras là-dedans. La poitrine de dinde, même chose pour la poitrine de poulet. C'est très maigre, ça aussi. Ensuite, il y a le pastrami, soit dans la noix de ronde ou bas de ronde. Et je crois que c'est tout. Ensuite, il y a les charcuteries à faire attention, à consommer à l'occasion. Alors, je vous les nomme. Tous les saucissons. Et on sait que pour le goût, puis des fois, on a envie de s'acheter un bon saucisson. On continue à le faire, mais c'est juste à l'occasion. Saucisson de Bologne. Il y a le... Les salamis. Oui, les capicoles. Les salamis, comme tu mentionnais. Et les pains de viande. Les pains de viande qui sont soit farcis aux olives, au piment, au fromage et nouilles même, aux pâtes. Et ce qu'on doit savoir, c'est que sur le marché, on s'est adapté et qu'on fait maintenant des produits qui sont allégés. Je vais vous en nommer quelques compagnies. Il y a La Fleur qui fait la bonne fourchette. Il y a Maple Leaf, ils sont ici. Maple Leaf qui va faire le choix sensé. Et il y a Taillefer qui va faire taille fine. Soit dit en passant, on n'a aucun lien de parenté avec les Taillefer, même si on m'a appelé toute ma vie la tourtière ou la saucisse. Ben quand oui. j'étais petite, Non, mais ça, je trouve que ça te ressemble, Taillefer, taille fine. Puis Rocky Belles Oreilles m'ont nommé Marie Tourtière. Hein? Marie Tourtière. Alors, on peut les rechercher sur les étiquettes. Je l'ai apporté pour vous le montrer. Alors, on va diminuer jusqu'à 1/3 et même jusqu'à la moitié du gras. Du gras ou du sel ou des deux pour ces produits-là. Donc, quand on veut s'offrir un saucisson de Bologne, choisir celui-là à ce moment-là. Il y a la même chose pour le bacon, le pepperoni, le simili-poulet et c'est ça. Et d'autres aussi, on peut en trouver dans d'autres. En plus, c'est quand on voit la charcuterie, on s'aperçoit que maintenant, c'est bien identifié. Et je pense qu'on est plus sensibilisé, puis on sait plus ce qu'on achète. Et aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ne pas laisser traîner plus de 2 heures les charcuteries sur la table. Oh oui. Donc, dans le temps des fêtes, on ramasse rapidement, on va porter au frigo si on sait qu'on ne mange plus. Et surtout, on ne met pas la table avec les charcuteries avant que les gens arrivent et que ça attende trop longtemps. Même chose pour la sandwich dans la boîte à lunch, il faut avoir un contenant réfrigérant ou un jus qui a été congelé puis qui décongèle facilement. Bonne idée. Bye bye tout le monde, j'espère que ça vous a aidé. À demain, bon appétit. Bonne journée.
Prends